et je varie sur le plan x ou y en phi, et puis finalement ma fonction caractéristique qui vaut la valeur absolue de θ, ça vaut 1, donc j'ai un cercle sur ce plan. Et ce plan-là, x ou y est appelé un plan H, hein, parce que l'expliquer déjà, simplement en fait votre élément dl est un fil conducteur traversé par un courant. On a vu en électromagnétisme que un courant qui traverse un conducteur va créer un champ magnétique qui va faire en fait des rotations circulaires autour de ce fil métallique, ce champ magnétique. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire en fait, imaginez ici qu'on voit une vue de dessus de l'élément dl traversé par un courant, donc finalement le champ magnétique, hein, il fait des rotations autour. En tout cas, il a une amplitude constante, et ça va construire le diagramme de rayonnement sur le plan H. En tout cas, je vous dis pourquoi ce qu'on appelle le plan H, hein, c'est parce que c'est le plan du champ magnétique. Et ce type de diagramme, c'est un diagramme omnidirectionnel. Omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il a cette forme-là où il n'a pas une direction prédominante, c'est-à-dire toutes les directions ont la même amplitude. Vous voyez, la même amplitude dans toutes les... ça c'est pour le plan x ou y, donc on a défini le plan H, ce qu'on va appeler de l'élément dl. Voici son diagramme de rayonnement sur ce plan-là, c'est un cercle. Pour ce qui est du plan E, on va faire l'étude, parce que j'ai une variation sur θ sur le plan E. Alors, plutôt, avant de parler du plan E, c'est le plan ZO delta. Plan ZO delta, maintenant c'est le plan où, est-ce que j'ai le dessin plus loin? Ici, j'ai un ZO delta. ZO delta. Ici, j'ai ZO delta, j'ai mon antenne qui est placée là. Et on voit bien que sur ZO delta, la variation, là, elle est sur θ. Je vais repris le dessin maintenant. Donc delta, où il va me confondre les deux axes, x et y, hein, sur un même plan. Donc j'ai appelé sur un même axe, pardon, qui est appelé delta. Alors, comme le plan ZO delta, la variation sur θ, et que ma fonction caractéristique est dépendante de θ, faire une étude de fonction relativement simple. Et en fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que ça, le sinus déjà, bon, il est périodique, d'accord, sur 2π. On va limiter donc l'intervalle de notre étude de 0 à 2π. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, le sinus de moins de θ, il vaut moins sinus θ, mais en valeur absolue, le sinus θ. Donc finalement, la fonction moins de θ est égale à f de θ. Donc ça me fait déjà une symétrie aussi. Et puis il y a aussi, bon, ça c'est une propriété du sinus, je vous l'ai montré en cours, ce qui montrer qu'en fait le pi moins θ est égal à f de θ pour un sinus. Donc à partir de là, j'ai une deuxième symétrie. Donc ça veut dire que, bon, soit vous prenez cette fonction qui en valeur absolue, vous remplacez les différentes valeurs du θ, vous allez pouvoir dessiner votre diagramme facilement, soit vous faites l'étude, moi je fais cette étude qui permet de simplifier grandement les calculs. Parce que finalement, je vais calculer de 0 à π sur 2. Après, je vais tout faire par raison de symétrie. Hein, puis j'aurai les mêmes valeurs, hein, qui vont se répéter pour les différents angles qui suivent. Alors, je l'avais montré en détail en présentiel. Alors, je fais juste un résumé. Donc bref, si je fais mes calculs de 0 à 90 degrés, donc je remplace tout simplement, j'ai un pour 0 degré 0, pour 30 degrés 1,5, hein, etc. Hein, comme vous voyez dans ce tableau. Maintenant, ça me permet de construire déjà un premier arc.
lorsque je vais faire ce dessin, qui est de 0,90. Donc 0, j'ai 0, mon amplitude vaut 0. Lorsque j'ai 30 degrés, plutôt j'ai 30 degrés, j'ai 1,5, donc je vais représenter un 1,5, 30 degrés, etc. Je fais une variation qui est à 90 degrés, je vais avoir 1. Maintenant, on a dit que lorsque je suis dans les... ici, les θ négatifs, c'est de l'autre côté. Donc là, ça va être tout ce qui est... les valeurs pi moins θ, qui vont... Je vais les faire par raison de symétrie. Et tous les θ négatifs qui vont être de ce côté-là, je vais les reconstruire ici. Donc, ça me permet d'avoir ce type de diagramme. Et on voit que j'ai deux lobes qui sont parfaitement symétriques. Donc, un qui est dirigé vers l'axe delta, l'autre qui est opposé à l'axe delta. Et ça, on l'appelle, c'est le plan E. Tout simplement par opposition au plan, comment dire, H, qui est perpendiculaire. Là, on va appeler ce plan-là le plan E. Bon, on a à peu près là, on avait abordé le flux de puissance électromagnétique. Donc ici, donc on a tracé les diagrammes de rayonnement du champ électrique, c'est-à-dire la variation du champ électrique de mon antenne, c'est-à-dire sur les deux plans. Maintenant, ce qui m'intéresse, en réalité, lorsque je fais une communication en rêve, c'est de manipuler des puissances. C'est-à-dire, ça ne m'aide pas trop d'utiliser les champs électromagnétiques. Donc nous, on va aborder l'aspect puissance parce que plus tard, c'est ce qu'on va plus utiliser pour les différents calculs. Donc, on va parler tout d'abord du flux de puissance électromagnétique. Comment est-ce qu'il se calcule? Il se calcule de la manière suivante. En fait, on va prendre ce qu'on appelle le vecteur de Poynting, qui est par définition, comme vous voyez, P, donc cette forme-là de P, c'est le vecteur de Poynting, égale au produit vectoriel entre le champ électrique et le champ magnétique. Alors, le flux de puissance électromagnétique qui s'écoule au point d'observation P, suivant la direction de propagation, est donné par ce produit vectoriel. Donc, qu'est-ce que fait ce vecteur? Il donne la direction de propagation. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas dit avant, c'est que le champ électrique est exprimé en volts par mètre, en unité, et le champ magnétique est exprimé en ampères par mètre. Donc le flux de puissance électromagnétique, comme je fais le produit vectoriel, je vais avoir des watts par mètre carré. Bon, ça c'est le flux de puissance électromagnétique. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la puissance moyenne de ce produit vectoriel. Alors pour avoir la puissance moyenne, je vais faire le calcul suivant, c'est-à-dire en fait, l'expression est 1/2 du produit vectoriel du champ électrique avec le conjugué du vecteur H, donc du champ magnétique. Ça, c'est l'expression de la valeur moyenne. Alors, une valeur moyenne, vous avez l'habitude de le calculer, c'est quoi? En fait, en réalité, c'est une moyenne sur une période. C'est-à-dire, je sors un petit peu, je vais vous faire le parallèle avec ça. En fait, si je dois calculer la moyenne d'une puissance, je vais faire 1 sur t, donc 1 sur la période de l'intégrale de mon expression au carré. Et à partir de là, comme en fait, j'ai une formule dynamique, donc, qui est cosinus, par exemple, oméga t moins kr, je vais élever au carré, donc je vais faire sa moyenne, je vais obtenir, donc je fais 1 sur t de la période, c'est-à-dire l'intégrale sur la période de cosinus au carré, je vais obtenir 1/2. D'où c'est 1/2 là. Et là, le produit vectoriel où je vais prendre le conjugué, c'est pour en fait retrouver une valeur qui est réelle. Parce qu'une moyenne me donne une valeur réelle.
voyez une moyenne, c'est-à-dire en fait vous avez une sinusoïde, donc où je vais calculer sa puissance. Donc vous faites, vous avez un courant qui est une sinusoïde fois une tension qui est une sinusoïde. Je vais faire le produit de V et de I va me donner la puissance. Et mais comme en fait une puissance d'une sinusoïde au carré, si je dois la représenter, vous allez avoir en fait, c'est-à-dire des, des, euh, des lobes en fait qui vont être supérieurs sur la partie, ils seront tous positifs. À partir de ce moment-là, quand vous faites une moyenne, c'est-à-dire de ce genre de choses, vous allez avoir une valeur qui va être un demi de cette fonction. Cette fonction, sa moyenne va être un demi. D'accord. C'est pour ça qu'on retrouve cette valeur un demi. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'on prend la valeur réelle? Parce qu'en réalité, le, c'est ce que vous allez mesurer réellement. Parce qu'en fait, bon, ça revient aux appareils de mesure. Lorsque vous mesurez, c'est-à-dire une sinusoïde, en fait, vous faites, c'est-à-dire quand avant on utilisait les galvanomètres, ça revenait à faire la moyenne de ce qu'on mesurait. Enfin bref, tout ça pour vous dire, en réalité, quand on mesure quelque chose en réel, ça va être lié à cette expression. En tout cas, cette expression est déduite de ce qu'on va mesurer réellement. C'est pour vous expliquer, voilà, si vous avez rien compris, hein, l'expression s'écrit comme ça. Hein, donc un demi du vecteur E, pas le produit vectoriel de H, qui est le conjugué. Donc ça va me donner, donc je vais écrire ça autrement, je vais appeler ça P de θ de phi. Hein, comme je vais faire le produit vectoriel, il est porté sur I de θ, puis là il est porté par I de phi. Le produit déjà vectoriel entre le vecteur I de θ et I de phi va me donner IR. Après ça, je l'ai appelé P de θ de phi dans l'expression avec. s'écrit comme ceci. Vous voyez que je retrouve un petit peu cette sinusoïde au carré. Enfin, tout est élevé au carré, parce que bon, j'ai multiplié tout, donc les deux amplitudes au carré. J'ai les amplitudes du champ électrique et du champ magnétique. Et ça me donne donc finalement, tout est élevé au carré, avec, donc je multiplie tout ça par 1,5. Ça c'est lié au calcul de la moyenne de ma puissance électromagnétique. Bon, en tout cas, voici l'expression de cette puissance-là. Alors, cette expression va m'être utile encore pour calculer ce qu'on appelle la puissance totale rayonnée. Alors, ça, expression-là, que j'ai obtenue, c'est au point P. Maintenant, lorsque je suis dans ce point, je suis au niveau de ce point-là, c'est la puissance de flux électromagnétique. Par contre, la puissance totale rayonnée, c'est dans l'espace, partout. À partir de là, je vais prendre l'expression que je viens de calculer là, qui est la moyenne de mon vecteur de Poynting, donc, qui me donne le flux de puissance électromagnétique, donc la moyenne de flux de puissance électromagnétique. La puissance totale rayonnée, ça va être l'intégrale de cette puissance sur une surface qui est la surface de ma sphère. Finalement, je viens de faire une intégrale double sur la surface de ma sphère, donc il va traverser des éléments, c'est-à-dire de ma surface de la sphère, de l'intégrale donc de la puissance électromagnétique, la moyenne de la puissance électromagnétique, du flux de puissance électromagnétique, ds. Bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de définir la surface ds et définir les bords de mon intégrale. Pour ça, alors, j'ai abordé donc ici ce cinquième point, puissance totale rayonnée.
Pour ça, il faut passer à la sphère. Et regardez, moi, ma puissance de flux électromagnétique traverse le point P. Donc, il va traverser une surface que j'ai définie ds. Donc, moi, je vais essayer de déterminer ds. On avait fait des projections donc, en présentiel. Si vous avez suivi avec moi en présentiel, ici, ça va être relativement simple, hein, puisqu'on va reprendre un petit peu la même chose. On va définir ds, c'est-à-dire, donc, j'ai fait un schéma plus intéressant. Donc, je vais reprendre donc, cet élément ds, Adawa ds. Regardez déjà, si je prends cet élément ds, eh ben, il va être, ici, je vais définir un élément, cette longueur-là qui va être une variation dθ, en tout cas de mon angle. Et sur le plan x ou y, je vais avoir une variation dφ. Donc, si j'ai une variation dθ ici, donc cette longueur-là, elle vaut combien? Elle vaut R sinus dθ, n'est-ce pas? J'ai fait juste une projection. Mais comme dθ est très petit, le sinus d'un angle très petit, c'est l'angle lui-même. Donc ça va être approximativement égal à R dθ. Et ce côté-là, ça va être R sinus θ dφ. D'accord? J'ai, si vous voulez, R sinus, j'ai cette quantité-là qui va me donner donc, la projection donc, sur l'axe des phi. Je vais avoir R sinus θ et cette longueur. Bon, si vous voulez, je projette d'abord R sinus θ. Et pour avoir cette longueur, je vais avoir donc sinus des phi. Hein, donc, fois ce rayon. Donc mon rayon, notamment, il vaut R sinus θ. Donc, je vais avoir quoi? Donc, je vais avoir R sinus θ, sinus dφ. Et comme dφ est très petit, je vais avoir R sinus θ dφ. Donc, finalement, la longueur, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut R sinus θ dφ. Et comme ma surface, donc, que je vais traverser, la surface, elle va se calculer de la manière suivante. Je vais multiplier R sinus θ dφ fois R dθ. Je vais obtenir donc ds qui vaut R au carré sinus θ dθ dφ. Voilà. Donc ça m'a permis de définir donc ds. Là, il y a une autre façon, je pense que j'ai voyé un petit peu les projections de tout ça. Hein. Je ne vais pas reprendre. C'est exactement la même chose. Maintenant, les bornes de mon intégrale, c'est quoi? C'est que sur θ, j'ai une variation de 0 à pi. Et sur phi, je vais avoir une variation, c'est-à-dire pour construire une sphère, il suffit de faire varier θ de 0 à pi et de faire varier phi de 0 à pi sur 2. Et là, je vais construire au fur et à mesure ma sphère. Donc finalement, je vais reprendre donc, ces bornes de l'intégrale d'une sphère, enfin des variables d'une sphère. Je vais avoir donc sur θ une variation de 0 à pi et sur phi une variation de 0 à 2pi. Voilà. L'intégration je vais reprendre ici l'expression de la moyenne de mon flux de puissance électromagnétique, fois ds, donc je remplace ici ds, que je viens de calculer, hein, on va dire pour précédente. Avec mes bornes, après calcul, qu'est-ce que j'obtiens? Obtenir cette valeur-là, après intégration. Voilà. De toute façon, tout ce que je viens de vous raconter là, on le reprendra en TD. On va faire un petit peu des calculs mathématiques qui nous aideront à mieux assimiler tout ce qu'on vient de raconter.
Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné la puissance. C'est-à-dire, mis à part le côté mathématique de la chose, ça m'a permis d'estimer la puissance totale rayonnée par mon antenne. Hein, de mon élément DL, hein, fait par mon élément DL. Donc, c'est la valeur de ma puissance totale rayonnée. Alors, euh, à quoi ça va me servir toutes ces puissances-là? Eh ben, ça va m'aider à estimer quelque chose qui va nous intéresser directement. Alors déjà, on parler de ces diapositives, les puissances, ça me permet d'estimer le gain. Vous avez fait, j'imagine, pendant le premier semestre, avec les amplificateurs, vous êtes familiarisé avec les notions de le gain en courant, gain en tension. On parle aussi de gain en puissance, peut-être que vous l'avez fait. Là, on va faire avec les antennes un gain en puissance. Et avant d'aborder ça, enfin qui va être le sujet, je pense, de la diapo suivante, on va parler un petit peu de ce qu'on va déduire là-dessus, c'est qu'en fait une puissance, c'est quoi? Une puissance, de manière générale, dans un circuit, c'est RI, RI au carré, plutôt. Là, la puissance totale rayonnée, ça vaut, comme c'est la moyenne, donc c'est 1/2 de RI au carré. Et là-dessus, je vais déduire la résistance de rayonnement. Voilà. Donc, qui s'exprime, donc finalement, on va la déduire de la puissance totale rayonnée, la résistance de rayonnement de l'antenne. Parce qu'en fait, l'antenne Hadia, lorsqu'elle rayonne, elle est assimilée à une résistance rayonnante qui a une valeur en termes ohmiques. C'est simple, en fait, intéressant lorsqu'on fait des calculs de schéma électronique, ça me permet de limiter l'antenne, faire un schéma équivalent qui est sa résistance de rayonnement, bien sûr lorsque l'antenne rayonne. Alors, est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Je reviens sur ma diapo. Donc, le 6e point qu'on va aborder, c'est le gain et le rendement d'une antenne. Donc, on va aborder cette question-là tout de suite. Alors ça, on va aborder ça. Bon, on a commencé ça en TP, aborder le gain et le rendement d'une antenne. Vous le verrez pour ceux qui ne l'ont pas fait en TP, donc lundi prochain, Inch'Allah, ou les semaines suivantes pour les autres sous-groupes. Alors, c'est quoi le gain et rendement d'une antenne? Donc le gain, bon, c'est une expression qui va me définir, donc c'est un rapport de puissance. Pour les antennes notamment, c'est quoi? Ça va être le flux de puissance électromagnétique sur la puissance rayonnée totale divisée par la surface d'une sphère. C'est-à-dire, en fait, la puissance totale rayonnée, elle va être divisée par la surface d'une sphère, parce qu'il faut savoir que là, vous avez le flux de puissance électromagnétique qui sont des watts par mètre. La puissance totale, c'est des watts, donc il faut diviser par une surface, la surface étant ici la sphère. Donc ici, je vais avoir le rapport de puissance, donc le flux de puissance électromagnétique divisé par la puissance totale rayonnée. Ça va me donner le gain de l'antenne. Non, ça c'est un peu
Donc, qu'est-ce qui dans là, c'est une petite remarque. Donc là, c'est l'expression du gain. Alors ici, bon, je donne un petit peu ce qu'il y aurait la puissance donc totale rayonnée par rapport à la sphère, au flux de puissance électromagnétique. Ça, c'est une autre forme d'expression. On peut s'écrire aussi. Peu importe, c'est la même chose. Alors, juste une petite remarque, c'est que, en fait, lorsque j'ai un rendement de 100%, je vais venir, hein, parce que le rendement, il vaut quoi? Il vaut le gain maximum sur la directivité. Lorsque j'ai un rendement de 100%, le gain égale à la directivité. En fait, la directivité, je viens d'introduire là comme ça violemment, c'est le gain, c'est la même expression du gain, sauf que c'est un gain qui est sans perte. J'ai pas de perte de rayonnement et j'ai pas d'autre type de perte. En fait, c'est un gain idéal. C'est ça la directivité. La directivité, c'est vraiment le gain lorsque j'ai aucune perte. Donc c'est toujours un rapport de puissance tel que vous le voyez à l'expression. On peut mettre D, hein. On peut mettre D hein, au lieu de mettre G pour dire directivité, mais dans le cas idéal. Un gain, c'est vraiment lorsque c'est la réalité, c'est-à-dire en réalité les matériaux ils ont des pertes, donc vous allez avoir un gain parce que vous allez avoir des choses qui vont perdues. Typiquement un rendement, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a comme rayonnement, c'est-à-dire effectif. Et à partir de là, on va dire que c'est le gain divisé par la directivité, c'est-à-dire la directivité lorsque j'ai aucune perte, c'est-à-dire c'est le gain lorsque j'ai aucune perte. Donc ici, bon, ça c'est Gm, donc c'est le gain maximum qui vaut la puissance moyenne, flux de puissance électromagnétique maximum sur la puissance totale rayonnée sur la surface de la sphère. Et là, je dis dans la direction rayonnement maximum, la directivité D est égale à Gm pour une antenne sans perte. D'accord ? Donc j'ai aucune perte. Bon, ça c'est un cas idéal, ça n'existe pas pour de vrai. Une directivité, c'est une estimation de ce que donnerait un rayonnement idéal sans perte. Et là, on va comparer pour avoir le rendement à un gain réel. Ça nous donne une idée de ce que nous donne réellement l'antenne en termes de rayonnement. Bon, ça je vais passer. Donc c'est bon. Donc, c'est bon. Donc ici, pour récapituler, j'ai la valeur donc, du gain. Vous gardez en tête cette expression-là. Ça peut être aussi la directivité, comme je vous ai dit, hein, dans le cas sans perte. Et le rendement se calcule le gain sur la directivité. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir là-dessus. Après, je vous laisse le soin de lire tranquillement le texte. Alors, maintenant, on va aborder le gain dans l'antenne élémentaire. Alors, on va revenir à notre expression d'origine qui était le gain, la puissance plutôt le flux de puissance électromagnétique qu'on avait calculé, parce qu'on avait fait le produit vectoriel, un demi du produit vectoriel de E vectoriel H, hein, conjugué, on avait obtenu cette valeur-là. Ensuite, on avait à partir de là calculé la puissance totale rayonnée, ce qu'on avait intégré hein, sur toute la sphère. Et puis, là, à partir de là, je vais remplacer tout simplement les valeurs. Je vais faire la puissance totale rayonnée sur 4πr2 et je vais remplacer donc le flux de puissance électromagnétique divisé par la puissance totale rayonnée sur 4πr2 hein, donc, dans l'expression Rayleigh. À partir de là, je vais obtenir, parce que je vais simplifier les choses, hein, vous voyez que ça se simplifie à beaucoup de choses qui sont vraies, il va me rester 15 sur 10, 15 sur 10 notamment c'est 1,5 sinus carré θ. Ça veut dire que finalement mon gain, il vaut, pour un élément DL, il vaut 3/2 de sinus carré θ. Très bien.
Ça, c'est le gain de mon antenne. Ou bien même, on pourrait dire la directivité dans le cas sans perte. Hein. C'est-à-dire, je peux mettre D de θ phi, 3,5 sinus carré θ. Là-dessus, ils peuvent être confondus, il n'y a pas de problème. Voilà, ça clôt le chapitre 3. On a abordé donc ici, pour récapituler, les champs électromagnétiques à grande distance. On avait donc deux composantes. Une composante donc pour le champ électrique sur θ, le champ magnétique sur phi. Le produit vectoriel de ces deux champs électromagnétiques me donne le flux de puissance électromagnétique. Le produit vectoriel, c'est-à-dire en réalité, le produit vectoriel me donne le vecteur de Poynting, hein, qui me donne la direction de propagation. Et le flux de puissance électromagnétique étant la moyenne du flux de puissance électromagnétique va être déduite du produit vectoriel entre le champ électrique et le champ magnétique, le conjugué du champ magnétique, fois 1,5. À partir de la moyenne du flux de puissance électromagnétique, je vais pouvoir déduire donc, la puissance totale rayonnée, et le rapport entre ces deux grandeurs va me donner le gain. La directivité étant un cas particulier du gain, c'est-à-dire lorsque le gain est sans, c'est-à-dire l'antenne, c'est-à-dire rayonne tout, c'est-à-dire mon rayonnement est sans perte. Donc cette expression sera la même. Donc G sera égal à D. Autrement, dans un cas réel, G est différent de D. À partir de là, on peut calculer un rendement qui est différent de 100%. C'est-à-dire, dans le rendement, vaut le gain sur la directivité. Après, on a calculé le gain d'un élément DL dans l'expression. On a utilisé la formule qui nous avait donné du gain. Et à partir de là, cette expression-là, on a calculé pour notre cadre de ce chapitre donc, le gain d'un élément DL. On a trouvé 3,5 de sinus carré θ. Voilà. Bien sûr, on a appris aussi à tracer le diagramme de rayonnement sur le plan E, le plan H, en exploitant les formules du champ électromagnétique, en tout cas du champ électrique. Et on a tracé, donc, on a défini la fonction caractéristique qui nous a permis de tracer le diagramme de rayonnement sur le plan E et le plan H. Donc déjà, ici, on a abordé un certain nombre de questions qui sont essentielles pour la compréhension des antennes dipôles. Et là, ça va donner lieu à la suite on va aborder un petit peu là tout de suite, qui est pardon, c'était quoi l'antenne filaire. Non. Va être l'antenne rectile. Donc en fait, on va aborder l'antenne de longueur L, hein, puisque dans le chapitre 3, on avait divisé donc, cette antenne en différents éléments D. Est-ce que vous avez des questions? Accordez-moi 5 minutes, j'arrive. Réfléchissez à des questions en attendant. Je vais faire un tour et je reviens pendant 5 minutes.
Bon, je suis de retour. Est-ce que tu as des questions? Comment on fait ça? Vous voulez revoir peut-être, j'en sais rien. Alors, dans ce contenu du chapitre 4, on va voir. Bon, on va continuer sur le chapitre 4. On va voir un petit peu la continuité. Donc, on a pris un élément DL, le chapitre 3. On a calculé donc le champ électromagnétique pour un élément DL à grande distance. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va prendre une antenne de longueur L qui est isolée dans l'espace et ouvert sur ces deux extrémités. Ouvert sur ces deux extrémités, et il est parcouru par un courant I2Z. Donc I2Z qui est variable donc, dans le temps. Une variation qui est sinusoïdale par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a calculé pour l'instant ce qui ressemblerait à un champ électromagnétique en un seul point. Là maintenant, on va essayer de calculer les champs électromagnétiques sur différents endroits, c'est-à-dire qui sont générés à différents endroits de la longueur L. Donc ça veut dire que j'aurai le champ électromagnétique issu de l'origine, le champ électromagnétique issu du point M, issu d'un autre point, X ou Y, peu importe. C'est-à-dire jusqu'à L. Donc M va être le cas général. C'est-à-dire où M va générer un champ électromagnétique au point P, et même 0, l'origine à 0, je vais générer un champ électromagnétique au point P. C'est que juste en niveau mathématique, on va définir des coordonnées, c'est-à-dire, je vais dire que par exemple, à l'origine, eh ben, mon antenne, c'est-à-dire plutôt mon champ électromagnétique au niveau de l'origine est espacé de mon point P d'un rayon R. Bon, là, j'ai pas mis P, mais globalement, ils se rejoignent tous au point P. C'est-à-dire, mes rayons, ils se rejoignent au point P. Et le point Naya M, il va rejoindre le point P aussi. Donc, bien évidemment, si j'ai différents points qui rejoignent un seul même point, j'ai pas le même rayon. J'ai différents rayons. Par exemple, Naya, pour caractériser un petit peu les choses, je vais essayer de dessiner si j'y arrive, parce que bon, chez moi, il faut aller insertion peut-être. Je vais pas mettre une ligne. Comment je vais mettre une ligne? On va essayer d'utiliser ça. Par exemple, je suis en un point M. Et ben, je rejoins le point P. D'accord? À l'origine, rejoint le point P. Donc, je suis dans mon élément L. C'est-à-dire, là, je suis dans un autre point, j'ai un autre rayon, etc. Vous voyez, j'ai différents rayons. Mais par contre, si je zoome grand en arrière, c'est comme si, géométriquement, j'étais presque parallèle. Mais globalement, j'ai pas le même rayon. C'est incontestable. Je répète un petit peu l'opération.
Supposons que j'essaie de copier celui-là. Je vais refaire mon dessin. Et rien. Je vais aller dans le... Ah non, je peux pas. Chapitre 2. Non, chapitre 2. Chapitre 3. Je vais reprendre tout de suite ça. Non, il est déjà trop chargé. Pas mal. En tout cas, peut-être d'expliquer comme ça verbalement. Donc, comme je disais, j'essaye, donc j'ai le point P, Naya, si je suis à un point P, hein, donc je m'éloigne. C'est-à-dire, plus je serai éloigné, plus on aura l'impression qu'ils sont parallèles. Hein. Vous voyez. Lorsque je vais zoomer, on voit qu'ils sont plus ou moins parallèles. Donc, en fait, c'est là ce qu'on voit ici comme dessin, c'est comme si j'avais zoomé sur la petite partie. Mais ils sont plus ou moins parallèles, hein, mais c'est-à-dire ils peuvent pratiquement être parallèles à l'origine, mais quand je vais me rapprocher du point P, hein, ils vont, en tout cas, ils n'ont pas le même rayon. C'est une conteste parce qu'ils sont placés à différents points. En tout cas, ce qui fait qu'ils ont différents angles, ils ont différents rayons. Mais il y a aussi le fait qu'à l'origine, ils sont pratiquement parallèles. Ils ne sont pas tout à fait parallèles, mais pratiquement. Bon, le fait de dire ça, donc qu'est-ce que je vais reprendre un petit peu mon dessin. Hein, je vais juste garder, je vais observer les choses sur l'axe Z au delta. Et je vais tracer RM et R, donc M qui va représenter un peu le cas général, et 0, bon, pour comparer par rapport aux autres cas. Donc ici, à l'origine, j'ai mon rayon R, j'ai l'angle θ. Et sur le point M, comme j'ai dit, ils sont pratiquement parallèles, ça veut dire que θm est pratiquement égal à θ. Mais RM est différent de R, ça c'est... Hein, il ne démarre pas de la même position. Donc, si je dois caractériser RM, je dirais que RM, ça vaut R moins Z cosinus θ. Une projection, hop, je vais avoir ici ça, donc je vais avoir ici cette quantité-là, c'est Z cosinus θ. Et RM vaudra R moins Z cosinus θ. Et θm sera pratiquement égal à θ. Ça va nous être utile toujours pour simplifier les calculs plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir que le courant, déjà, dans son expression, c'est IZ vaut IM sinus de pi, K, de pi sur lambda, qui est K, donc c'est le nombre d'ondes, fois L moins Z, c'est-à-dire que L étant la longueur totale de mon antenne, L, dans la variation va varier suivant où je me positionne sur Z. D'où l'expression, donc si L, par exemple, Z vaut L, ben j'aurai, le courant vaut 0, par exemple. Si Z est nul, ben le courant est maximum. Non, oui, il est maximum. Oui, il est maximum. Ça dépendra de la longueur L, en fait. Voilà. Donc ça vaudra en tout cas 2π L sur lambda. Enfin, il y a bien connaître aussi les longueurs d'onde. En tout cas, bref. Vous voyez que ça change, le courant change en fonction des valeurs donc, où se trouve en fait le courant dans ma longueur L.
Euh, alors, faisons l'approximation dipolaire électrique du rayonnement à grande distance. Donc, comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire que R étant très grand devant la longueur d'onde, cette antenne peut être considérée comme étant formée d'une infinité d'antennes élémentaires DZ, Naya. On avait appelé ça DL, maintenant DL, on va le transformer en DZ. C'est comme si j'avais divisé mon antenne en petits éléments qui sont placés Naya, et ils sont sur l'axe Z. C'est pour ça qu'il est appelé DZ. Et de même section S, hein, c'est-à-dire la section, c'est l'ouverture thermale. Dans une surface. C'est-à-dire, on a rien pour l'air. La section S, c'est la section supérieure de mon cylindre. Allez, un petit cercle. Là, j'ai une section S. Donc, j'ai différents petits éléments de Z qui sont placés l'un par rapport à l'autre, donc ils ont la même section S. Et puis, la même section S, alignée le long de OZ. Le champ électrique émis par l'élément d'antenne se trouve, trouvant point M de coordonnées RM, θ M, phi s'écrit alors. Donc là, on a repris l'expression du champ électrique qu'on a calculé dans le chapitre précédent. On a juste remplacé E de θ par D de E de θ, c'est-à-dire un élément du champ électrique. DL, on l'a remplacé par DZ. Et le courant I0, on l'a remplacé par IZ. Et l'angle θ, on l'a remplacé par θm. Ça dépend de la position. C'est-à-dire l'angle va varier en fonction de là où on se trouve. Et R aussi varie en fonction de notre position. Donc, Naya, R, on va le remplacer par RM. Donc, avec RM est égal à MP, c'est-à-dire c'est la distance M au point d'observation. Les Z varient, il est borné entre 0 et la longueur de mon antenne qui est L. Donc, là, on a dit à grande distance. On a R est très grand devant la longueur d'onde. Donc, ça veut dire que, là, je peux dire que θ M est approximativement égal à θ, et que les rayons, du fait que, voilà, j'ai fait cette approximation, du fait que les différents rayons sont presque parallèles, comme je l'ai dit précédemment, hein, dans la diapositive 2. Vous avez fait un petit peu la démonstration. À partir de là, mon expression va se simplifier, on va la changer un petit peu. Il va faire apparaître. Allez, je suis un petit bug maintenant. Non, c'est bon. Donc, comme la phase varie plus vite que l'amplitude, on peut faire l'approximation suivante. Bon. Ça veut dire quoi comme la phase varie plus vite que l'amplitude? Là, je vais reprendre dans le cas du champ lointain. C'est-à-dire quand on est à grande distance, il y a ça, ces approximations mathématiques qui vont se faire. Donc, on va devenir θ. Et globalement, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais comme la phase varie, comme la phase varie plus vite que l'amplitude, on peut faire l'approximation suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous voyez que lorsque je suis en champ proche, déjà, je vais vous définir qu'est-ce que c'est que la variation de la phase et la variation de l'amplitude. Là, vous voyez la variation de l'amplitude. Et là, la phase, ça c'est la variation. Ça, c'est ça ma phase. C'est ce que vous observez sur l'axe. Donc, vous avez une période, c'est ça ce qu'on va appeler la phase.
Et l'amplitude, c'est Hadoma, il y a différentes valeurs d'amplitude que j'ai un petit peu lissées par cette courbe-là. Maintenant, on voit qu'en champ proche, l'amplitude varie beaucoup. D'accord? Et donc, ma phase, elle est d'une certaine valeur, donc on va dire, bon, elle est plus ou moins constante. On a une période constante. Maintenant, lorsqu'on va atteindre c'est-à-dire lorsqu'on sera à grande distance, eh ben, on constate que mon amplitude va tendance à devenir plan. Hein, c'est-à-dire j'aurai une très peu de variation de mon amplitude. Mais ma variation angulaire, elle reste. Donc c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une variation ici. Donc on va garder donc l'amplitude qui va varier fortement et beaucoup. À grande distance, l'amplitude varie très peu et jusqu'à atteindre une certaine constance. Donc là, on va dire qu'à grande distance, la phase varie plus vite que l'amplitude. À partir de là, on pourra dire que Rm est égal à R pour l'amplitude. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'amplitude? C'est là. L'amplitude, c'est là. La composante de l'amplitude. Et dans la phase, la variation de la phase, Rm, elle est dans la variation de la phase. Là-dessus, comme l'amplitude varie peu, donc on peut dire que Rm est approximativement égal à R pour l'amplitude, et que Rm est approximativement égal à R moins Z cosinus θ pour la phase. Alors la phase étant ici, c'est ça la phase. C'est-à-dire, en fait, c'est le décalage en termes de la distance. C'est-à-dire, regardez, j'ai pas la même distance. C'est-à-dire que les amplitudes, les champs électriques vont arriver à des phases différentes. D'accord? C'est-à-dire, à cause de... Donc, à grande distance, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que moi, globalement, sur mon amplitude, il n'y aurait pas de grosse différence. Hein, puisque là, on voit qu'il y a l'influence de R ou de Rm sera pratiquement la même, puisqu'il n'y a pas de grosse différence. Mais il y a aussi, en fait, le fait que sur la face, ce n'est pas le cas. On va dire que grande distance, malgré tout, comme j'ai différents points, on va arriver j'ai différents points sur la longueur L, je vais arriver au point d'observation à des instants différents. Donc, en fait, je vais devoir prendre en compte la variation de cette phase-là qui est liée à la position de là où le point où je vais émettre le champ électrique. Ça veut dire qu'au niveau de l'amplitude, je peux approximer M à R, mais par contre, sur la phase, je dois prendre en compte la position. Donc, je vais dire que Rm est pratiquement égal à R moins Z cosinus θ. Donc là, je vais remplacer tout ça dans mon expression. Et ça va devenir, donc, tel que vous voyez ici. Donc, bon, j'ai sauté quelques étapes. Hein. Globalement, je remplace Rm par R. Donc ici, ça va devenir Rm. Iz dz sinus θ. Voilà. Et l'exponentielle, ça va devenir J oméga t moins K multiplié par R moins Z cosinus θ. À partir de là, je vais revenir sur mon intégrale, je vais sortir tout ce qui est indépendant de Z, de mon expression. Et comme je vais intégrer tout ce qui est Z de 0 à L, je vais garder toutes les variables en Z, c'est-à-dire Iz et JKZ cosinus θ. Et la composante de phase dz. Donc, je remplace l'expression de Iz. Après intégration, j'obtiens cette expression.
Ça veut dire que lorsque j'intègre, je vais intégrer le champ électrique, donc je vais avoir l'expression du champ électrique, donc sur c'est-à-dire le champ total finalement, que va dégager toute la longueur L, c'est ça son expression. Donc c'est l'expression du champ total électrique. Donc où j'ai la composante ici, donc ça va caractériser l'amplitude et ça c'est la phase. Comme on a appris lors du chapitre 3, pour tracer le diagramme de rayonnement, il faut faire la valeur absolue du champ électrique qu'on va diviser par le champ électrique maximum et on va voir la fonction caractéristique et on va tracer le diagramme de rayonnement sur les deux plans. Alors, avant de faire ça, on va faire un petit raisonnement, c'est-à-dire, regardez, si j'observe un petit peu mon expression qui est totalement différente de l'expression qu'on a eue dans le chapitre 3, c'était juste l'élément dl. Là, j'ai une partie, vous voyez que j'ai des parties réelles et des parties imaginaires. Donc là-dessus, on va essayer de refaire un raisonnement sur la longueur L qui me permet d'éliminer la partie imaginaire. C'est-à-dire ça va me donner des règles, c'est-à-dire sur la longueur L. Là-dessus, on va trouver ce qu'on appelle ici des longueurs d'accord. Et ça, c'est comme dans les cas des circuits résonants, LC. Les circuits résonants LC, ils ont des résonances, c'est-à-dire des fréquences d'accord. C'est-à-dire, on va accorder un circuit résonant à une certaine fréquence pour qu'il soit purement réel. Là, c'est la même chose. On va essayer de trouver des longueurs qui permettent de rendre l'antenne, c'est-à-dire l'expression du champ électrique, purement réelle. Alors, l'accord de l'antenne est obtenu lorsque l'une de ces dimensions est en relation simple avec la longueur d'onde. On pratique l'expression, donc 5,2, c'est ce que j'ai mis ici, hein, celle-ci. Présente peu d'intérêt. Donc, je disais un petit peu ça, c'est-à-dire là, comme ça, ne va pas nous aider, l'expression. Donc, on va essayer de trouver des longueurs d'accord. Et on va en fait, cette expression, pour la rendre intéressante, il faut simplifier, comme j'ai dit, la partie imaginaire. Et pour cela, il faut que le sinus KL soit nul. Et là-dessus, ça veut dire que si je dis sinus KL soit nul, donc c'est la partie imaginaire, donc le K étant égal à 2pi sur lambda, je remplace par sa valeur, donc ça implique que ce terme devient nul pour des multiples de la longueur d'onde divisée par 2. Donc c'est n lambda sur 2. Avec n qui sont des valeurs entières, hein, donc 0, 1, 2, etc. 1, 2, 3, 4, jusqu'à l'infini. Alors, déjà ça, c'est un premier point. Donc on a défini une longueur d'accord. La longueur d'accord, c'est lorsque on va rendre l'expression du champ électrique utilisable pour faire des calculs. Donc on va définir la longueur d'onde, la longueur de l'antenne. Et cette longueur-là, on voit que on arrive à éliminer la partie imaginaire de l'expression amplitude lorsqu'on a des multiples de la longueur d'onde sur 2. Et on va définir deux cas de figure. Lorsque n est pair et lorsque n est impair. Lorsque n est impair, elle va me donner une expression du champ électrique. Et lorsque n est pair, elle va me donner un autre type d'expression. En réalité, le changement, il sera essentiel. Enfin, la variation, essentiellement, elle va apparaître dans l'amplitude. Donc, si on dit que n
est impair. Si n est impair, donc le sinus, bien sûr, est nul, mais le cosinus sera négatif dans l'expression ici. Le cosinus sera négatif. À partir de là, mon expression va s'écrire sous cette forme. Vous voyez, en fait, qu'est-ce qui va changer? C'est essentiellement ici, hein, dans mon... c'est-à-dire à ce niveau-là. Hein, et lorsque le sinus est, pardon, le n est pair, donc j'ai l'expression du champ électrique comme ceci. Hein. Quand je dis impair, ça veut dire que, plutôt pair, ça veut dire qu'elle va prendre les valeurs 2, 4, etc. Et impair, ça veut dire qu'elle va prendre 1, 3, 5, etc. Donc vous avez ces deux expressions. Alors, à partir de là, je vais faire la fonction caractéristique de mon antenne pour le cas pair et le cas impair. Donc là-dessus, comme je fais la valeur absolue des expressions du champ électrique, divisé par le champ maximum, donc l'amplitude du champ électrique maximum. Et là, je vais obtenir deux expressions donc, de la fonction caractéristique lorsque n est impair et lorsque n est pair. Voilà. Là-dessus, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Maintenant, on a fait le plus gros du travail. On n'est pas arrivé à l'expression intéressante qui est celle-ci. Bon, maintenant, on va remplacer, par exemple, si je prends n impair, je vais mettre 1. On va voir l'expression qui va changer. Et là, pour pair, je vais mettre 2. Hein. Je vais avoir une fonction. Et bien sûr, ça veut dire que ma longueur va varier. Hein. Donc, c'est moi qui vais régler. Comme vous prenez, par exemple, si vous avez encore les radios que vous utilisez chez vous, vous montez un petit peu la longueur de l'antenne dipôle au niveau du récepteur. Votre radio, ça permet en fait de capter, hein, si vous voulez, le signal. En fait, vous êtes en train de faire jouer sur la longueur d'accord de l'antenne. Bon. Puisqu'on est arrivé à cette expression-là, dans la fonction caractéristique, il faut faire l'étude, comme on a fait dans le chapitre 3. On va prendre le cas où je suis donc la fonction caractéristique impair. Hein. Bon, on peut faire l'étude pour les deux. Là, on va étudier le cas impair et on va dire que n égale à 1. Ça veut dire que L égale à lambda sur 2. Donc je remplace n par 1. Et qu'est-ce qu'on remarque dans cette fonction? Pareil, sur phi, la fonction caractéristique, ben, elle ne dépend pas de phi. Et si je vois le maximum de ce type d'expression, la valeur maximale, elle sera toujours 1. Dans quel cas de figure? Ben, si je mets donc le cosinus égale à pi sur 2, ben, pardon, le θ égale à c'est 1, pardon, pi sur 2, donc je vais pour obtenir 1, je vais avoir pi sur 2, donc voilà, je vais avoir pi sur 2, donc je vais avoir cosinus 0, là, je vais avoir 0, et cosinus de 0, ça me donne 1, et ici, je vais avoir sinus de pi sur 2, c'est 1, donc je vais avoir le maximum, c'est 1. Donc à un θ qui vaut pi sur 2, je vais avoir 1, quel que soit, donc ça c'est la valeur maximale, et quel que soit phi. Vous voyez tout de suite, on a le champ, le plan H, puisque phi, quel que soit phi, j'ai 1. Donc je vais avoir aussi un cercle sur le plan x ou y. Donc, comme pour le cas de l'élément D. Maintenant où c'est un petit peu compliqué, c'est lorsqu'on va faire varier θ.
dire θ, on voit bien que la fonction dépend de θ, donc il faut étudier un petit peu la fonction. Alors, les étapes sont déjà celles-ci. On va définir, on va faire le domaine. Donc on va définir, c'est-à-dire dans quel, est-ce que la fonction est définie quel que soit θ? On voit que non, hein, puisque si je mets θ égale à 0, j'ai une forme indéterminée puisque je vais avoir 0 sur 0. Et à partir de là, je vais faire une étude de fonction qui consiste à lever l'indétermination. Dans cette diapositive, j'ai utilisé la méthode des résidus pour trouver que finalement, lorsque θ tend vers des valeurs qui sont des multiples de pi, c'est-à-dire de 0 lorsque, c'est-à-dire des multiples de p pi, et ben j'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. Lorsque j'ai des multiples de pi, et ben là-dessus, j'ai ma fonction caractéristique qui est 0. C'est en utilisant la méthode des résidus, soit vous utilisez la méthode des résidus qui est celle-ci, soit comment dire, le théorème de l'hôpital. C'est-à-dire vous faut lever l'indétermination. On verra ça aussi dans un exercice en TD. Je vais pas m'étaler dessus. Donc en fait, si je fais la démonstration, je vais pas faire le commentaire. J'y reviendrai en temps voulu. Bon, en tout cas, lorsque je fais tendre, ça veut dire quand je fais tendre θ vers des multiples de pi où j'ai la forme indéterminée, je trouve que ça vaut 0. Hein. Bien, vous ici voilà, la règle de l'hôpital, hein, qui consiste à calculer le rapport des dérivés. Donc, vous allez retrouver la même chose. Donc, lorsque θ tend vers pi, je trouverai pour la fonction caractéristique 0. Donc, on a levé l'indétermination. On va regarder après la deuxième étape, c'est la périodicité. On voit que la fonction cosinus et sinus est périodique sur 2π. Donc, en fait, tout de suite, on peut dire qu'on peut limiter l'étude de 0 à π sur 2. Mais également, on va regarder les symétries. Les symétries de ma fonction. On voit que si vous observez la fonction que f de moins θ, ça vaut f de θ. Vous pouvez voir ici, j'ai la valeur absolue. Et pareil, f de pi moins θ. Donc, la fonction sinus, elle est positive, il n'y a pas de problème. La fonction cosinus devient négative. Après, là, elle devient positive. Donc, en plus, j'ai la valeur absolue. Donc, j'ai encore une symétrie pour f de pi moins θ égale à f de θ. Donc, cela, ça implique que je peux limiter mon étude sur l'intervalle de 0 à π sur 2. Voilà. Ensuite, la deuxième, donc ça c'était les symétries, donc c'est pour donner le domaine où on va se limiter pour faire l'étude. Ensuite, la quatrième et le cinquième point consistera à chercher les zéros dans ma fonction et les maximums. Voilà. Donc, on va déterminer les zéros. C'est quoi les zéros? C'est-à-dire lorsque ma fonction f de θ, elle est nulle. Elle est nulle dans quel cas? Lorsque cosinus pi sur 2 cosinus θ est nul. Voilà.
Bon, maintenant, c'est ce que je dis ici. Donc, j'annule ma fonction. Ça implique que c'est la fonction pi sur 2 cosinus θ, elle est égale à des multiples de pi sur 2. Ça doit être égal à des multiples de pi sur 2. Parce que cosinus de pi sur 2, c'est 0. Ça implique que pi sur 2 cosinus θ est égal à des multiples donc, de pi sur 2. Donc, c'est 2p plus 1 pi sur 2. Bon. Donc, ce qui est bon, pi sur 2 va se simplifier avec pi sur 2. Donc, il va me rester que cosinus θ est égal à 2p plus 1. Et 2p plus 1, donc, qui est la fonction qui est égale à la fonction cosinus θ. La fonction cosinus θ est bornée entre 0 et 1. Ça veut dire que 2p plus 1 sera borné entre 0 et 1. À partir de là, qu'est-ce que j'ai comme solution? La seule solution possible, c'est que si 2p plus 1 est inférieur ou égal à 1, c'est que p égale à 0. Pas d'autre solution. Voilà. Donc, à partir de là, p égale à 0. Ça veut dire cosinus de θ égale à 1. Et dans quel cas g égale à 1? C'est lorsque θ vaut 0. Donc, ça, c'est bien 0 parce qu'on a montré aussi précédemment que lorsqu'on a levé l'indétermination, que lorsque θ tend vers 0, enfin des multiples de p pi, donc ça veut dire déjà, lorsque p vaut 0, donc ça veut dire qu'il est bien un 0. La fonction caractéristique me donne 0. Voilà. Alors le maximum, c'est quoi le maximum? Ici, le maximum, ça peut être que 1. Dans quel cas de figure j'ai 1? Moi, je l'ai dit précédemment, c'est lorsque g égale à pi sur 2. Le seul maximum est obtenu par raison de symétrie car il se trouve à θ égale à pi sur 2. Il n'y en a pas d'autre. Comme j'ai limité mon étude de 0 à pi sur 2, le seul maximum à pi sur 2, donc c'est tout ce que j'aurai. Ce sera des multiples par raison de symétrie. J'aurai donc pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, je vais mettre mes zéros dans un tableau, mon maximum, et à partir de là aussi, je vais calculer d'autres valeurs. J'ai calculé une seule valeur ici, vous pouvez calculer d'autres valeurs pour remplacer. Et là, on va tracer le diagramme de rayonnement. Donc, on va tracer déjà premier demi-lobe. Ensuite, je vais avoir où θ, les pi moins θ, et puis là, c'est les θ négatifs. Voilà, donc vous voyez que globalement, l'élément L, l'antenne d'élément L, il donne exactement le même diagramme de rayonnement qu'un élément DL, sauf que là, les amplitudes sont différentes. Donc, vous voyez que, bon, c'est vrai que vous voyez 1 tout à l'heure c'était 1, mais parce qu'on avait pris juste la fonction f de θ. Mais lorsqu'on va multiplier par l'amplitude, ça va changer. C'est-à-dire, puisque je dis l'amplitude, c'est-à-dire finalement, la fonction caractéristique va m'aider à tracer le diagramme de rayonnement. Il faudra après multiplier par l'amplitude, qui est celle-ci. L'amplitude maximale qu'on avait enlevée. On va multiplier par EM pour avoir les vraies valeurs dans le diagramme de rayonnement. Mais globalement, vous avez la même configuration sur le plan E. Enfin, vous voyez ici, c'est le plan E, donc Z au delta. Je ne l'ai pas dessiné là, mais le plan H, j'en avais parlé là, cette diapositive. On avait fait l'étude.
قلنا باللي qu'il ici que sur f de phi, eh ben, ça valait 1, donc c'était un cercle aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Tout est clair. J'ai choisi de continuer un petit peu le chapitre 4, une partie machine de champ. Je vais laisser la suite pour la prochaine fois, Inch'Allah. On va aborder d'autres questions, parce que là, c'était un petit peu la continuité du champ électrique, enfin, pardon, l'élément dl. Là, on a fait pour la longueur L. Vous voyez que, on voit finalement la finalité de notre calcul. Après, maintenant, on va aborder d'autres questions qui sont liées à notre calcul. Comme ça, on le fera peut-être tout à l'heure, ou la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre 5 minutes de pause. Et puis, on va faire un petit peu de TD. On va continuer notre exercice de TD. On va aborder l'exercice 7. Enfin, je l'ai même 8, mais je voulais donner en version papier, en présentiel. D'accord. On fait 5 minutes de pause et on reprend.